Des examens médicaux réguliers. Alors, je vais faire une réponse qui est, on est dans un pays où une énorme partie des citoyens ne manquent pas d'examens médicaux réguliers. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait après des résultats? Alors par contre, vous avez raison sur quelques points, c'est que, par exemple, ce que j'ai appelé la vue, l'audition, et l'équilibre, etc., c'est-à-dire ce qu'on appelle les petits problèmes sensoriels qui arrivent avec l'âge, eh bien souvent, ils ne sont pas dépistés. Les gens qui sont concernés n'ont pas très envie même de le... Alors la vue, oui, parce qu'aujourd'hui, oui, on va chercher des lunettes, ça paraît naturel. Mais même l'audition, il y a des tas de gens qui disent « Oh ben non, je vois pas pourquoi je m'embêterais. » Et du coup, ces déficits sensoriels ont un impact sur la possibilité de rester vraiment actif dans la société. Et là, ça mériterait peut-être que dans certains endroits, on fasse un centre de dépistage sensoriel, par exemple, un petit peu intégré. Pas chaque spécialiste dans son coin, parce qu'on va retomber sur un spécialiste, un service, aucune coordination. Ça vaudrait peut-être la peine d'y penser. Tout à l'heure, vous parliez de médecins seniors qui s'occupaient de seniors. Et par contre, quand on a de jeunes médecins qui rentrent dans la vie active, qui débutent, est-ce qu'on a autant de chances d'être bien soignés que par médecins seniors? Alors, je vais vous faire une réponse qui va vous surprendre. J'ai pas dit qu'on était mieux soignés. J'ai dit que, comme ils sont seniors, il y a des choses auxquelles ils sont sensibles. En même temps, ils ont parfois, parce que il arrive que des médecins seniors, si ça fait trop longtemps qu'ils ont perdu le fil de ce qui se fait et de l'évolution de la connaissance, ça peut aussi avoir des inconvénients. Et en fait, on débouche encore une fois sur l'idée que on devrait progressivement, on devrait plus voir un médecin qui travaille tout seul dans son coin, mais des endroits où les médecins travaillent ensemble. On est un des rares pays d'Europe où persistent des cabinets de médecins isolés et de professionnels isolés. Presque partout aujourd'hui, ça surprend nos collègues étrangers. Ils disent mais on ne comprend pas bien comment ils arrivent même à fonctionner en étant tout seul. Il y a un sport que je pense que tout le monde devrait pratiquer, et je pense que les seniors sont de plus en plus conscients de cela. Et j'ai un bel exemple à côté de moi, parce que mon amie Micheline Piala a 90 ans, et pendant une grande partie de sa vie, elle a fait 10 km à pied chaque jour pour aller travailler. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle est restée en très bonne santé. Alors, ça m'ouvre une réponse qui est liée à une anecdote familiale, qui est que mon grand-père maternel, qui a vécu jusqu'à 98 ans, un jour, me voyant avec un plâtre, m'a dit « J'ai toujours détesté le sport, je n'ai jamais fait de sport », mais il marchait tous les jours pendant plusieurs heures. Et effectivement, il y a clairement la marche, le vélo, c'est à condition que ce ne soit pas du vélo trop difficile, et un certain nombre d'activités physiques, prendre des escaliers. Mais ça, c'est une responsabilité aussi de société. Dans la plupart des institutions aujourd'hui, quand on rentre, l'escalier est introuvable. On ne peut pas prendre l'escalier. On ne peut prendre que l'ascenseur. Donc, il y a des choses à changer, même dans l'urbanisme au quotidien, qui est, si on veut, et plutôt que d'aller faire... il y a quelques dessins humoristiques, en particulier américains là-dessus, où on voit des sportifs rentrer dans une salle de sport. Alors, ils montent par l'escalier mécanique sans marcher, et ensuite ils pédalent pendant des heures. Donc, on a envie de dire, on peut commencer un petit peu avant, montons les escaliers quand on peut monter des escaliers.
En tant que médecin, comment expliquez-vous que l'on vit beaucoup plus longtemps et comment expliquez-vous la maladie d'Alzheimer? La vie est moins dure pendant toute sa durée qu'elle n'était à une époque. Ça, c'est clair. Il y a moins de risques, on mange mieux, on a plus... Enfin, encore une fois, les enfants ne sont pas dans des champs à 10 ans. Il y a tout un tas de choses qui expliquent qu'on vive plus vieux aujourd'hui, indépendamment même du système de santé qui a un rôle, et le système de santé, il a en particulier un rôle de palliatif, c'est-à-dire que quand un problème arrive et qu'on est capable de le prendre en charge, c'est mieux. Si vous avez aujourd'hui, plus personne dans nos pays ne meurt d'une appendicite ou d'une maladie, de certain nombre de maladies infectieuses. Dans le monde, il y a encore des gens qui meurent d'une appendicite parce qu'il n'y a pas le chirurgien pour opérer l'appendicite. Ça nous paraît invraisemblable, mais ça existe. Or, c'est des maladies assez fréquentes. Donc, on meurt moins de tout ça. Donc, on a vécu plus longtemps. Les enfants meurent moins aussi. Il faut savoir qu'à une époque, et encore dans certains pays, c'est presque un enfant sur deux qui mourait avant l'âge de 5 ans. Donc aujourd'hui, on n'est plus du tout... Or, ça rentre dans l'espérance de vie. Un enfant qui meurt, ça compte beaucoup dans l'espérance de vie, dans le calcul de l'espérance de vie. Alors, après, il y a les soins qui interviennent. Maintenant, sur la maladie d'Alzheimer, là, vous posez une question qui est très difficile, c'est on n'a pas les réponses pour l'instant. Malheureusement, il n'est pas 100% impossible qu'on voit arriver petit à petit des explications qui soient éventuellement d'ordre environnemental. Et sauf qu'on ne sait pas le mesurer, on ne sait pas faire. Il faut savoir que je sais qu'on critique énormément ce qui s'appelle le principe de précaution. Et c'est vrai qu'abuser du principe de précaution, ça revient à ne rien faire. Mais en même temps, il faut savoir que dans un continent comme l'Europe, il y a chaque année 3500 nouveaux produits chimiques qui sont mis sur le marché, sans qu'on ait la moindre connaissance de leur toxicité. Donc on risque un jour 3500. Donc il y a eu des directives européennes pour imposer quand même quelques règles de toxicité. Mais c'est pas simple. Il y a l'économie qui doit fonctionner, les activités doivent continuer à vivre, mais vous voyez bien qu'il y a une interface entre... On est exposé à beaucoup plus de choses que dans le passé, paradoxalement. Pour l'instant, ça n'a pas eu d'impact sur notre espérance de vie, mais ça en a peut-être sur certains groupes de population, on ne sait pas. C'est peut-être d'autres choses, c'est peut-être on n'a pas d'explication claire là-dessus pour l'instant. Moi, j'aimerais bien savoir quel est le rôle de l'alimentation dans la prévention des maladies. On nous a beaucoup parlé du fait qu'il fallait manger chaque jour 5 fruits et légumes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a des choses sur lesquelles on a des certitudes, c'est que l'excès de calories est vraiment pas bon pour la santé. Donc là, vous voyez, je parle même pas de qualitativement. Il y a une première chose qui est l'excès de calories n'est pas bon pour la santé. Deuxièmement, les aliments trop gras, trop sucrés, trop salés ont des impacts sur la santé qui sont aujourd'hui bien démontrés. Sur les maladies cardiovasculaires pour les aliments les plus gras, le sucre aussi, j'oubliais le sucre, en particulier sur le diabète qui lui est lié à un certain nombre de maladies. Le sel est lié à l'hypertension artérielle qui est un vrai facteur de risque d'accident vasculaire cérébral et d'autres maladies cardiovasculaires. Et donc on a des certitudes sur le fait que l'alimentation a un lien avec la santé. Maintenant, dans le détail, quand on parle de fruits et légumes, ce qu'on ne sait pas, parce que les études, elles ont montré que les gens qui mangeaient plus de fruits et légumes que les autres, ils ont moins d'un certain nombre de maladies. Maintenant, est-ce que c'est les fruits et légumes ou est-ce que c'est parce que ceux qui mangent des fruits et légumes mangent un peu moins d'un certain nombre d'autres aliments? C'est plus compliqué à mettre en évidence. Et là, comme épidémiologiste, j'ai envie de dire, on est lié aux limites de la connaissance. Et on travaille là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, si on mange plus de fruits et légumes, on va manger un petit peu moins peut-être de matières grasses et de sel. Alors, je vais vous donner un exemple. À l'OMS, à Copenhague, à une époque,
Pour les pauses café, les cocktails, etc., on a commencé à poser sur la table des fruits coupés en morceaux. Alors j'insiste, coupés en morceaux, parce que si le fruit est entier, on s'en met partout et personne n'a envie de le prendre. Mais si c'est des fruits coupés en morceaux, à côté des cacahuètes, des chips, eh bien, tout le monde, mais personne n'est forcé dans ce cas-là, hein, les deux sont disponibles, tout le monde mange les fruits et légumes, les fruits. Donc il y a quelque chose autour de ça, c'est qu'on est aussi des objets un peu compulsifs, et tout le monde est capable de se rendre compte que si on vous met des cacahuètes et des chips sous le nez, vous les prenez. Si vous ne les avez pas sous le nez, vous n'allez pas aller les chercher. Donc, or, il se trouve que c'est salé, gras, et que à un moment donné, c'est lié en partie à un certain nombre de maladies qu'on reconnaît aujourd'hui. Ma question porte sur le sommeil. Qu'est-ce que vous pouvez nous recommander pour qu'on ait un sommeil profitable? J'entends en matière de durée, en matière d'horaire, sommeil nocturne, mais également la sieste. L'optimum du sommeil, bon, il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui font des études. Je crois qu'il y a une très grande variabilité suivant les individus, d'abord. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous besoin d'autant de sommeil. On a sûrement besoin d'un sommeil de qualité, c'est-à-dire que, effectivement, si vous avez des camions toutes les 2 minutes devant votre fenêtre qui est mal isolée, probablement vous n'allez pas bien dormir. Il y a eu des essais de sommeil. Par exemple, les navigateurs ont fait énormément d'essais sur qu'est-ce qui est optimum, dormir 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, etc. Il y a des réponses, elles ne sont pas définitives. J'ai envie de dire, alors sur la sieste, je vous ai dit que j'allais de temps en temps en Corse. Moi, j'aime beaucoup faire la sieste. Et je crois qu'il faut le faire il faut le faire aussi quand on a envie. Et encore une fois, un des vrais sujets, c'est est-ce qu'il ne faut pas se laisser aller à s'écouter un petit peu de temps en temps. Il n'est pas déraisonnable de penser qu'aujourd'hui, avoir tout le monde dans des emplois... moi, j'ai vu beaucoup de gens dormir dans des réunions. Tout le monde a sommeil. Et malheureusement, c'est mal vu. Et je vais vous donner une anecdote. Il se trouve que j'étais directeur des affaires internationales de l'Institut Pasteur pendant 2 ans. Et je me souviens d'une réunion avec le ministre de la Santé du Laos, qui, au moment de la pause café le matin, tous ses collaborateurs sont sortis, tout le monde est sorti. Moi, je continuais à écrire quelque chose, donc j'étais là. Il a poussé tous ses papiers, il a posé sa tête sur la table et il s'est endormi. Pendant un quart d'heure, personne ne l'a dérangé, il a dormi, il s'est réveillé, il était en pleine forme, etc. Imaginez dans notre pays un ministre qui fasse ça, il y aurait la presse, les gros titres des journaux, etc. Ce qui lui paraissait normal et paraissait normal à tout le monde, j'ai envie de dire, probablement il a raison. Vous avez parlé de l'activité physique et vous n'avez pas du tout parlé de l'activité et de la gymnastique intellectuelle. En particulier la mémoire, la lecture et ainsi de suite. Je vais prendre la mauvaise casquette de celui qui mesure en disant quand on regarde la télévision, on a une activité intellectuelle, parce que le cerveau bouge aussi, il se passe des choses, etc. Après, il y a des activités d'apprentissage, il y a des activités qui demandent de se concentrer, il y a des activités, et elles sont différentes pour tout le monde. Est-ce qu'un musicien qui joue un morceau qui lui plaît, il a une activité intellectuelle? Est-ce qu'un politicien qui lit un discours, il est dans une activité intellectuelle? Est-ce que... Vous voyez, alors après la mémoire, vous avez raison, moi j'ai du mal à parler parce que j'ai une très mauvaise mémoire. J'ai pourtant fait des études de médecine, mais j'ai beaucoup composé avec ma mémoire, et il y a des choses que j'ai pas réussi à apprendre parce que j'avais pas la mémoire qu'il fallait pour l'apprendre, ce qui explique peut-être que j'ai fait de la santé publique et pas de l'exercice médical, mais c'est une autre forme d'activité physique. Il n'y a pas que la mémoire. Je suis très embarrassé pour vous répondre. Je sais qu'il y a des études qui suggèrent quand même que par exemple, les gens qui ont des activités plutôt intellectuelles, professionnelles, en général, ont plutôt moins
de problèmes de mémoire, y compris dégénératifs, plus tard. Alors, encore une fois, ça ne fait pas une preuve qu'il suffit de se mettre aux activités intellectuelles pour diminuer le risque. Donc, il y a beaucoup de choses. La connaissance, elle est encore très parcellaire sur beaucoup de choses, y compris sur notre cerveau et comment on fonctionne.